Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo des points juridiques de l'ESAM. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos et à laisser en commentaire vos questions et vos remarques. Bonjour Grégory. Bonjour Messem. Merci de nous rejoindre pour le nouveau point juridique du jour. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question de la responsabilité pénale des ministres. Donc avant d'aborder toutes nos questions, j'aimerais faire une petite précision. On parle de la responsabilité des ministres sur les décisions qu'ils prennent en tant que ministres, pas sur leur personne. Sur tout ce qui est la responsabilité pénale de la personne qui est ministre, ça reste les juridictions ordinaires. Voilà. Alors, pour commencer, Grégory, est-ce que tu peux nous parler de la responsabilité des ministres? La responsabilité pénale des ministres. Bien sûr, oui. La responsabilité pénale des ministres, en fait, elle est organisée dans notre Constitution, aux articles 68-1 et suivants, qui fait suite, en fait, à des affaires qui sont encore présentes dans notre esprit, l'affaire du sang contaminé, notamment. Mais il y a eu énormément d'autres ministres qui ont été poursuivis pénalement. On pense par exemple dans l'affaire du Crédit Lyonnais et de la transaction qui avait été obtenue au profit de Bernard Tapie, etc. Christine Lagarde, il me semble. C'est ça, exactement. C'est pas une juridiction que l'on suit souvent, la Cour de justice de la République, mais c'est une juridiction qui intervient régulièrement. Très bien. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas également voir la responsabilité pénale du président? Alors, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez un marqueur de nos institutions. C'est que sous la Ve République, dès lors que le président de la République, il est élu au suffrage universel direct, depuis la révision de 1962, eh bien, on regarde une personne, le président. C'est-à-dire que tout semble peser sur les épaules du président de la République. On a l'habitude de dire que c'est la pierre angulaire des institutions. Ah oui, c'est vrai, c'est cette fameuse pierre angulaire, cette pierre de touche, pour reprendre les formules qu'on peut employer Michel Debré. En fait, tous nos regards sont portés sur lui. Et c'est forcément sa faute. C'est ce qu'on appelle la présidentialisation du régime. Alors pourquoi est-ce qu'on ne poursuit pas le président et pourquoi est-ce qu'on poursuit plutôt les ministres? C'est ta question. En fait, c'est assez simple. Là encore, c'est une question de texte. C'est-à-dire que la Constitution a été modifiée en 2007 et on a prévu que désormais, le président de la République, pour les actes qui sont rattachables à ses fonctions, c'est que ces actes-là dont on parle, mais c'est aujourd'hui, il est en principe irresponsable. Alors, il y a des exceptions, je ne vais pas rentrer dans ces exceptions, mais en gros, pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, les exceptions, c'est en cas de génocide ou de crime contre l'humanité. Bon, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans ces hypothèses. Parce que le statut de Rome ne prévoit aucune immunité, même pour les chefs d'État. C'est ça. Et puis, la deuxième exception, qui n'est pas vraiment une exception, c'est de prévoir que, en cas, qui est prévu à l'article 68, cette fois-ci, en cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat, le président peut être destitué. Mais en fait, ça conduit à une destitution du président, mais surtout, ça suppose un vote de l'Assemblée nationale et du Sénat à la majorité qualifiée, ce qui ne se produira jamais. Donc c'est pour ça qu'il y a c'est plus de l'ordre de la responsabilité politique aussi à ce moment-là. C'est ça, c'est une responsabilité politico-pénale, on dit souvent. Et en fait, ça ne se produira pas. C'est-à-dire qu'on peut toujours se plaindre du président, on peut manifester contre le président, il suffit de repenser à l'épisode des Gilets jaunes, par exemple, mais vous ne pourrez pas, politiquement, c'est une question de chiffres, obtenir qu'on le poursuive. Très bien. Et bon, je pense que tu suis comme tout le monde l'actualité. Actuellement, avec le contexte sanitaire du Covid, les plaintes actuelles contre les ministres sur leur responsabilité pénale ont beaucoup augmenté. On verra si ça donne des résultats ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on observe très peu d'habitude. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? En fait, c'est lié à une tendance globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une méfiance
à l'égard du politique. C'est-à-dire que, comme on dit en sciences politiques, le politique, il est incompétent, il est corrompu, il est distant, et finalement, c'est quelqu'un dont on a une image qui est liée aux affaires et à sa satisfaction de ses intérêts personnels. Et cette méfiance-là à l'égard des politiques, elle est augmentée par les facteurs qu'on connaît, les réseaux sociaux, la perte de culture et de repères politiques, et une dépendance finalement à l'info-alcoolisation. C'est-à-dire les individus consomment énormément d'informations, notamment sur les chaînes d'information en continu. Et cette méfiance-là fait qu'il y a une espèce de rejet, de haine qui se concentre. La preuve, c'est qu'on a plus de 70 plaintes qui ont été déposées contre les ministres aujourd'hui, ce qui est, pour le coup, du jamais vu. Du jamais vu, d'accord. Et est-ce que tu peux nous dire quelle est la juridiction compétente pour statuer sur la responsabilité pénale d'un ministre? Oui, c'est la Cour de justice de la République qui est, il est vrai, une juridiction extrêmement critiquée. On peut le dire sous 3 angles, en peu de mots. Elle est critiquée parce que finalement, ces ministres, ils ont une justice à part, ils ont leur propre tribunal, ils sont poursuivis pas devant les juridictions ordinaires, donc ça crée toujours un sentiment d'inégalité. Oui. C'est une justice qui est un peu particulière parce qu'il y a 12 parlementaires et 3 magistrats, ce qui fait que dans l'opinion publique, ça donne un peu le sentiment qu'on est jugé par les copains, ça donne un sentiment… Ou bien en cas de changement de majorité, on est jugé par les ennemis. C'est ça, et du coup, il y a un sentiment cette fois-ci de partialité. Et puis, les règles de procédure sont totalement dérogatoires. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Wessam. À bientôt. Et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. ESAM, l'école internationale de référence sur les métiers du management stratégique, de la finance d'entreprise et du droit des affaires.